Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que ça va bien? Mi-ambiance. On va arriver à faire mieux tout à l'heure. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette édition 2022 du grand concours Mathèse en 180 secondes. Un concours qui est organisé au niveau national par France Université et le CNRS, et puis ici au niveau local par l'Université de Lyon. Alors c'est un concours qui est international, qui commence comme ici par une finale locale, donc Lyon-Saint-Étienne pour aujourd'hui, et qui sera suivi par une demi-finale. Alors la demi-finale se passera à Paris le 8 et le 9 avril, voilà pour ceux qui ont leur agenda. Et en ce moment, justement, partout en France, il n'y a pas que sur Lyon et Saint-Étienne que ça se passe, mais des lauréats et des lauréates sont en train d'être désignés pour participer à la grande finale nationale qui aura lieu cette année. Où ça? Eh bien, qui aura lieu à Lyon, exactement. La finale nationale 2022 se passera à Lyon, ce sera à la Bourse du Travail, donc une salle qui est encore plus grande. Et pour réserver, ça se passera le 31 mai 2022. Donc une salle plus grande, plus de public, plus d'effets spéciaux. Bon, pas sûr pour les effets spéciaux, mais pour le reste, oui. Et les heureux finalistes, justement, de cette finale française, eh bien, ils pourront à leur tour participer à la grande finale internationale. Et celle-ci, eh bien, elle se tiendra cette année à Montréal, le 6 octobre 2022. Voilà. Vous pouvez d'ores et déjà préparer les valises. Alors, Mathèse en 180 secondes, qu'est-ce que c'est? On va quand même le rappeler un petit peu. Mathèse en 180 secondes, c'est un concours d'éloquence, un concours de vulgarisation scientifique. Le principe, chaque candidate et chaque candidat a précisément 3 minutes. 3 minutes, pas une seconde de plus. On peut faire plus court, on ne peut absolument pas faire plus long. Donc 3 minutes pile poil pour résumer et expliquer le plus clairement possible le contenu de leur thèse de recherche. Alors aujourd'hui, nous avons 14 candidates et candidats présélectionnés qui font leur thèse, donc soit sur Lyon, soit sur Saint-Étienne, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui ont pu suivre une formation à la médiation scientifique avant de se présenter devant vous, et qui ce soir donc se prêteront au jeu devant vous, public qui êtes ici, dans ce grand amphithéâtre de l'Université de Lyon, mais devant vous aussi, internautes, qui nous suivez en direct sur le compte Facebook de l'Université de Lyon et sur le site aussi de l'Université de Lyon. N'hésitez donc pas d'ailleurs à interagir, à commenter, à discuter, à partager en utilisant le hashtag MT180. Voilà. Sur ce, eh bien, on va pouvoir commencer parce que les grandes stars, eh bien, elles sont encore invisibles. Ce n'est pas moi. Je vais demander donc à vous, les 14 finalistes de cette soirée, de vous lever. Et vous, cher public, qui êtes là avec nous, de leur apporter toute la chaleur et la bienveillance possible. Donc là, on était sur à peu près 45% chaleur et 55% bienveillance. C'est pas mal. Et du coup, là, on est dans les bonnes conditions. À l'issue de cette soirée, il faut le dire, il y aura 2 gagnantes et ou gagnants. Ces 2 lauréats, ils seront sélectionnés. Donc, il y aura d'abord le premier prix du public. Le premier prix du public, eh bien, il sera désigné par toutes les personnes qui sont présentes physiquement ici dans cette salle. D'ailleurs, normalement, vérifiez, mais vous n'êtes pas rentré sans un petit papier. Merci, je vais le prendre ici. Voilà, sans ce petit papier, ce petit livret, dans lequel vous avez le trombinoscope, le nom et le titre de la thèse de tous les thésards et thésardes qui sont ici, doctorants et doctorantes, et puis une petite feuille sur laquelle vous pourrez cocher le nom de la personne que vous avez préférée. Merci. Donc ça, ce sera pour le premier prix du public. Monsieur me demande qu'est-ce que c'est que ces espèces de petits carrés colorés qu'on nous a donnés. J'allais y venir. Ne vous en faites pas. On va y venir tout à l'heure. Mais ça, ce sera pour la surprise. Ce sera pendant que le jury sera en train de délibérer. Donc je garde encore un peu la surprise. Vous en faites pas. Gardez ces papiers colorés aussi. Donc, le premier prix du public, ça c'est un gagnant ou une gagnante. Et l'autre, eh bien, ce sera le premier prix du jury.
Jury que, évidemment, je vais vous présenter maintenant et jury à qui je vais vous demander de bien vouloir se déplacer pour venir jusqu'ici avec moi sur la scène devant vous. Et pendant qu'ils se déplacent, eh bien, je vais les présenter les uns et les autres. Nous avons donc Sylvain Guillot, qui est responsable événementiel Villeurbanne, capitale française de la culture 2022 à la mairie de Villeurbanne. Éloi Thibout, qui est journaliste à Lyon Capitale. Christine Détré, professeure à l'ENS de Lyon et directrice du centre Max Weber. Raphaël Grivel, qui est directrice développement RH Arkema. Et je termine par elle, Florence Ruggiero, qui est directrice de recherche CNRS à l'IGFL, l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon. Alors justement, on peut les applaudir. Vous n'aurez pas 3 minutes pour présenter le contenu de vos travaux. Par contre, la présidente de jury a été désignée. Et donc, c'est vous, Florence Ruggiero, qui allez présider justement ce jury. Vous vous apprêtez à assumer la lourde tâche de la désignation de la fine fleur de la recherche lyonnaise et stéphanoise. Il va falloir qu'on récupère un micro et je vais juste vous poser 2 petites questions. La première, eh bien justement, est-ce que vous avez un petit mot pour ces doctorantes et ces doctorants qui sont là et qui attendent de passer sur le grill? Oui. Ça va? Ça marche? Non? Oui. Oui. C'est bon? D'accord. Alors bonjour à tous et à toutes. On est ravis tous et toutes d'être là parmi vous. Et si j'ai un petit mot à adresser à nos candidats et candidates, c'est que d'abord, je crois qu'il faut qu'ils profitent de ce moment. On sait tous que vous avez travaillé à fond pour nous présenter, nous faire une belle prestation aujourd'hui. Respirez fort. On est là très bienveillant, on est là pour vous écouter, on a hâte de vous écouter. Donc voilà, profitez de cette magnifique audience que vous avez aujourd'hui, qui est un prélude à ce que vous allez vivre bientôt lors de votre soutenance de thèse. Et on espère que tout va bien se passer pour vous. Et vous êtes arrivés déjà jusque-là, donc c'est déjà merveilleux. Voilà, donc voilà, encore une fois, bonne chance à tous. Merci beaucoup. Une deuxième petite question, justement, eux vont profiter, mais pendant ce temps, vous allez travailler, vous allez les écouter attentivement. Alors justement, histoire que les choses soient claires pour tout le monde, quels sont les critères d'évaluation pour tous ces candidats et candidates? Alors, ces critères d'évaluation ne sont pas choisis par nous, hein, ils nous ont été proposés. Et il s'agit de 4 grands critères qui sont divisés en sous-critères que je ne vais pas nommer là maintenant. Il s'agit d'abord de juger de la qualité de l'oratrice ou de l'orateur, de la médiation du sujet, de la structuration de l'exposé. Et un critère qu'on aime tous particulièrement, je pense, c'est notre coup de cœur. Et voilà. Faites vibrer notre cœur, donc. Voilà, vous savez précisément quoi faire pour pouvoir faire exploser le jury. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 5 d'être venus, d'être présents et de nous entourer de cette bienveillance. Je vais vous laisser retourner à votre place. Merci à vous pour l'invitation. Et nous allons maintenant ouvrir officiellement cette finale locale, finale qui est organisée, il faut le dire, en partenariat avec le Grand Lyon, la MGEN, la CASDEN et Lyon Capitale. Et pour cela, j'aimerais inviter avec moi sur scène Franck Debouc, qui est président de l'Université de Lyon, et Laurent Barbieri, délégué régional du CNRS Rhône-Auvergne. Merci messieurs. Merci de m'avoir rejoint. Franck Debouc, je commence avec vous. Une première question. Les sujets que vont aborder les doctorants ce soir sont très très différents les uns des autres. On a eu l'occasion, quand on s'est entraîné cet après-midi, à le voir. Est-ce que c'est représentatif des recherches qui sont faites justement à Lyon et à Saint-Étienne ? Oui, représentatif, mais ça ne couvre pas tout. Il y a énormément de laboratoires de recherche sur le site de Lyon-Saint-Étienne. Plus de 5400 doctorants, je pense, et 900 thèses délivrées chaque année. Et ce soir, on entendra parler aussi bien de graphène, de forêt périurbaine,
de modules algébriques. Là, j'ai plus tous les sujets. Avec ça, des mathématiques, hein, ça part donc des sciences exactes. Je ne vais pas parler des sciences inexactes, hein, des sciences exactes, des sciences de la vie et également des sciences humaines et sociales. Hein, donc je pense que la richesse de la recherche à Lyon est absolument étonnante. On devrait être le deuxième pôle de recherche français, hein, sur le territoire. Et ce soir, on a la chance d'avoir 14 candidats qui ont de l'enthousiasme et qui ont vraiment envie de partager leur sujet. Et je pense que c'est la grande qualité d'un chercheur, c'est d'avoir de l'enthousiasme sur son sujet et d'avoir envie de nous faire partager. Merci à eux. Merci à vous. Laurent Barbieri, ma thèse en 180 secondes, c'est une opération qui se déploie sur toute la France. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel rayonnement ? Alors, c'est une formule qui en fait est née quelque part en Australie, dans les universités australiennes. Et puis très rapidement, nos cousins québécois ont commencé à s'y intéresser et ont à leur tour amélioré cette thématique qui est vraiment intéressante. Et puis c'est en 2014 que le CNRS et France Université, qui s'appelait encore à l'époque la Conférence des présidents d'université, ont choisi d'en faire un événement national sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est vraiment une formule très intéressante qui... on le dira tout à l'heure, je crois, mais ce n'est pas un concours de thèse, ce n'est pas un concours du meilleur scientifique, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, Pierre, c'est véritablement un exercice d'éloquence et de vulgarisation. Et aujourd'hui, parler en 3 minutes de sa thèse, c'est une forme de gageur, mais c'est surtout un formidable exercice de synthèse et de communication. Et aujourd'hui, c'est une chance dont il faut qu'on se saisisse tous, parce que parmi les défis sociétaux qui se posent à nous, le lien entre la société et les sciences est quelque chose d'absolument fondamental. Et je crois que ce soir, vous y contribuez très très grandement. Et déjà, merci. Un premier merci. Merci à vous. J'ai encore une question à chacun d'entre vous, puis après on va démarrer. Franck Debouc, ce type d'opération, en quoi est-ce qu'elle est importante pour vous ? Est-ce qu'elle vous touche particulièrement ? Oui, l'opération de valorisation des diplômes, quel que soit le diplôme délivré par l'université, donc les nombreux diplômes, donc la mission de la commu, c'est de cette communauté université d'établissement, est de promouvoir les diplômes des établissements qui composent la commu. Et parmi ces diplômes, il y a le fameux doctorat, hein, et ce doctorat est un magnifique diplôme. C'est pas tout à fait le plus haut. Je crois qu'il y a la HDR qui est aussi un diplôme au-dessus. Donc pensez-y pour le. Il n'y a pas encore les HDR en 180 secondes. Mais toujours est-il que le doctorat mérite d'avoir toute sa place aussi bien dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Hein, et donc la commu a développé un certain nombre d'outils permettant de mieux faire comprendre l'intérêt et les compétences développées lors du doctorat. Donc il y a plein d'actions au sein de la commu pour les doctorats. Donc cette action, ma thèse en 180 secondes. Et j'espère bien qu'on aura, lors de la finale, un parmi vous, peut-être 2, c'est autorisé, hein, donc lors de la finale qui aura lieu à Lyon. Merci beaucoup. Merci. Laurent Barbieri, quel est l'enjeu ce soir pour les doctorants ? Pardon. Alors c'est vrai que vous avez déjà tout dit, mais comme il paraît que la pédagogie c'est l'art de la répétition, on ne va pas s'en priver. Donc l'enjeu ce soir, c'est effectivement d'adresser à la demi-finale nationale, les 8 et 9 avril, nos représentants, et vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera donc le premier prix du jury et le prix du public. Donc pour vous qui êtes dans la salle ce soir, vous allez décider d'un des 2 représentants ce soir pour la demi-finale nationale. Et puis ensuite, ce sera la suite de la compétition avec une finale nationale, cette fois-ci, que nous allons héberger à la Bourse du Travail le 31 mai. Ça sera vraiment une belle manifestation, je crois, et ça sera vraiment passionnant. Et puis ensuite, la finale francophone, vous l'avez dit. Donc voilà, aujourd'hui, je crois qu'il faut avant tout penser à nos candidats, vous remercier d'ores et déjà de tout ce que vous avez fait, des efforts que vous avez consentis. Vous avez développé aussi des compétences qui, quoi qu'il arrive, sont valorisables. Vous avez suivi une formation, on l'a vu tout à l'heure. Et les talents que vous avez montrés tout à l'heure, votre éloquence, c'est quelque chose qui va de toute façon être utile à la fois à vos talents de vulgarisation scientifique, mais quoi que vous fassiez, cette capacité de synthèse et d'éloquence, moi je suis convaincu qu'elle servira dans votre vie professionnelle et même dans votre vie personnelle, j'en suis certain. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot d'encouragement pour les doctorants qui sont ici ? Oui, un seul mot, c'est soyez vous-même, hein, le plus naturel possible, hein, et essayez de parler à vos petits frères ou petites sœurs avec les mêmes mots que vous utiliseriez, et vous allez gagner.
Peut-être un dernier mot. On ne peut pas quand même ne pas penser que c'est une des premières occasions d'avoir un amphithéâtre avec des vrais sourires. Nous allons ce soir pouvoir vous encourager autrement qu'avec nos yeux. Vous allez voir des vrais sourires sur le visage de tout l'auditoire. Et voilà, je crois que c'est quelque chose de très satisfaisant et on vous en remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On se retrouvera tout à l'heure. Eh bien, c'est sans plus attendre que nous allons commencer l'audition des 7 premiers candidates et candidats. Je vous avais dit, il y a 14 personnes qui vont passer, donc on va découper ça en 2 parties. Donc une première série de 7 personnes qui vont passer. Ensuite, on fera une petite pause où je résumerai tout ce qui a été dit, histoire qu'on les garde bien en tête. On passera à la deuxième série de 7. Et puis une fois que les 14 seront passés, que vous aurez tout bien en tête, eh bien, on pourra passer au vote à la fois du jury, mais aussi de vous, public. C'est bon, on commence ? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par appeler la toute première présentation de ce soir. Et c'est avec un grand plaisir que j'appelle pour la première présentation Maëlle Morange. Donc Maëlle, c'est toi qui vas lancer les hostilités. Ça va, pas trop le trac ? Si. Ça va beaucoup mieux se passer après, tu vas voir quand tu auras terminé. Alors je vais juste te présenter, je présenterai à chaque fois les doctorants, d'où ils viennent, leur sujet de thèse, et puis ensuite eh bien, ce sera à eux de vous épater. Alors Maëlle, tu viens de l'Université Claude Bernard, Lyon 1, tu travailles au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et donc ton sujet de recherche s'appelle « Variabilité émotionnelle et variabilité neurophysiologique dans la perception olfactive, étude par l'intelligence artificielle ». À partir de maintenant, tu as 3 minutes, tu me fais un signe et puis on va pouvoir démarrer le chronomètre. Je vous avoue que de vous parler, là, seul, face à vous tous, en première en plus, waouh, c'est assez stressant. Peut-être percevez-vous ce stress de par mes réactions faciales ou vocales, ou de par mon comportement, avec cette posture un peu refermée et cette action de fuite vers l'arrière. Ou peut-être le percevez-vous par mes réactions physiologiques. Vous entendez sûrement ma respiration un peu saccadée. Et si vous étiez plus proche, vous entendrez également mon ventre gargouiller. Et si vous étiez plus proche encore et que vous preniez mon poignet entre vos mains, vous sentirez mes mains moites et mon cœur qui bat la chamade. Par contre, vous n'avez pas accès à la 4e dimension de l'émotion. Non, vous ne savez pas ce qui se passe dans mon cerveau. Pour ça, il faudrait pouvoir le prendre en photo. Il existe une machine qui fait ça. On appelle ça une IRM. Elle permet de prendre une image 3D du cerveau. Donc, si l'on mettait plein de personnes dans des IRM et qu'on leur faisait ressentir plein d'émotions, on pourrait explorer la 4e dimension de l'émotion. Eh bien, c'est ce que je fais dans ma thèse. Mais cette exploration, je ne la fais pas seule. Je la fais à l'aide d'un algorithme d'intelligence artificielle, une suite d'instructions mathématiques qui vont cartographier le cerveau. Mais comment fait-il cet algorithme? Eh bien, il fait exactement comme vous le faites avec la première dimension de l'émotion. Vous savez, les expressions faciales. À force de voir des personnes en colère, avec les sourcils froncés et les narines dilatées, vous savez localiser précisément la colère sur un visage. Eh bien, mon algorithme, il fait la même chose. Il compare les images de colère avec celles des autres émotions et localise les zones actives spécifiquement pour cette émotion. J'obtiens alors des cartes très intéressantes. Par exemple, sur le continent de l'amygdale, qui est un peu le centre de gestion de nos émotions, on peut voir que la partie du territoire qui se trouve sur l'hémisphère gauche est principalement occupée par les émotions positives, alors que celle qui se trouve sur l'hémisphère droit est occupée par les émotions négatives. Mais cette 4e dimension est-elle universelle? Avons-nous tous nos émotions aux mêmes endroits? Ce serait trop facile. Donc je cherche à recenser la population des différents territoires trouvés en fonction de l'âge ou du sexe, par exemple. Ah, je me sens beaucoup moins stressée. Ça m'a enjoué de partager tout ça avec vous et j'espère avoir activé chez vous vos îles de la joie et de l'intérêt.
Une seconde. Merci beaucoup à Maël pour son premier passage. Je suis certain que si on avait mis là ton cerveau dans l'IRM, il aurait scintillé comme un feu d'artifice. Merci à toi. Merci à vous. Et du coup, eh bien, sans tarder, nous allons passer à la deuxième présentation. Et pour ça, eh bien, j'appelle Steve Papa. Alors Steve, toi tu travailles à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, dans le laboratoire Santé Ingénierie Biologie Saint-Étienne. Et ton sujet de thèse, alors je vais essayer de le faire en un seul souffle parce que c'est le plus long. Bon courage. Allons-y. Texturation multifonctionnelle par laser femtoseconde de surface à base titane pour implants dentaires, favoriser l'ostéo-intégration et éviter la contamination bactérienne. C'est ça. Voilà, c'est ton sujet et je te laisse nous l'expliquer pendant ces 3 prochaines minutes. C'est toi qui dis quand on commence. Mon père a toujours été passionné d'escalade. Petit, j'étais systématiquement impressionné par son habileté à gravir les parois en s'accrochant au mur comme s'il voulait en prendre possession. Avec le temps, il s'aventurait sur des pistes complexes, avec des prises de plus en plus petites, ne laissant qu'une surface insignifiante de contact entre la paroi et ses appuis. Si insignifiante qu'un jour il perdit l'adhérence et tomba. Oh, je vous rassure, il y a simplement laissé une dent. Après un rapide passage chez le dentiste, il reprit le cours de sa vie avec un implant dentaire en titane, comme cela pourrait très bien vous arriver. Jusqu'à ce jour, 3 ans plus tard, où il ressentit une gêne au niveau de son implant. Sa gencive était gonflée, douloureuse, l'implant semblait bouger. Il souffrait d'une péri-implantite, une réaction inflammatoire qui entraîne un réarrangement des tissus d'os et de gencives, si bien que l'implant n'est plus complètement maintenu et doit être remplacé. Cette péri-implantite, elle ne sort pas de nulle part. La cause, ce sont des bactéries, naturellement présentes dans votre salive à tous, je vous rassure, inoffensives au premier abord, jusqu'au jour où elles décident de s'accrocher à la paroi de votre implant pour en prendre possession. Et oui, vous m'avez bien compris, les bactéries sont venues faire de l'escalade à la surface de son implant. C'est alors qu'en repensant à la mésaventure de mon père, je me suis dit que j'allais créer un implant qui soit difficile à escalader, en réduisant la surface de contact entre la paroi et les bactéries, afin qu'à leur tour, elles viennent perdre l'adhérence et se casser les dents. C'est là tout le challenge de ma thèse, créer des surfaces de titane sur lesquelles les bactéries auraient du mal à adhérer. Alors pour cela, je dispose d'un outil incroyablement puissant et précis, c'est un laser. Grâce à celui-ci, je vais pouvoir sculpter la surface de titane à une échelle nanométrique, ce qui va me permettre de réduire les prises d'accroche des bactéries. Alors bien évidemment, comme tous les athlètes, toutes les bactéries n'ont pas les mêmes forces et faiblesses. Ainsi, je suis amené à créer plusieurs surfaces, avec des prises organisées de manière variable, de formes et de tailles différentes et plus ou moins éloignées, afin de pouvoir tester et identifier quelle sera la piste qui fera perdre l'adhérence à un maximum de bactéries problématiques, et pouvoir par la suite le reproduire à la surface des implants dentaires actuels. Alors, en réalité, quand on y pense, mon ambition est que, quoi que vous réserve votre vie, vous puissiez, tout comme mon père, la croquer à pleines dents. Merci Steve. Ça va pas trop angoisser? Ça va mieux? C'est bien passé? Ça va mieux. Ils ont été gentils? Ils sont gentils. Bon, merci beaucoup à toi. Et puis on va enchaîner tout de suite avec notre 3e candidate. Il s'agit de Gersande Fernandez. Alors Gersande, tu nous viens de l'ENTPE, l'École nationale des travaux publics, du laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Pardon, j'avais juré que je ne me tromperais pas et je me suis trompé, c'est pas grave.
Ta thèse s'appelle « Développement d'approches infiltrométriques et modélisation pour la quantification des fonctions infiltration et filtration des sols urbains ». Eh bien, tu vas pouvoir commencer et tu me donnes le top départ. Cela nous concerne toutes et tous, et c'est pour cela que nous l'avons appris à l'école. Le cycle de l'eau est plutôt simple. L'eau s'évapore, se condense, forme des nuages qui se dispersent, puis il pleut. L'eau s'infiltre et c'est reparti. Mais non, ce n'est pas comme cela que ça se passe en ville. Les villes, de plus en plus vastes, sont bien vêtues de leur manteau imperméable qui ne laisse aucune goutte s'infiltrer. Alors lorsqu'il pleut, l'eau tombe sur le béton, ruisselle, se chargeant en même temps de tous les polluants qu'elle rencontre. Là, elle est amenée via les égouts avec les eaux usées jusqu'à des stations d'épuration. Mais ces stations d'épuration sont coûteuses et énergivores. Alors les villes quittent depuis une vingtaine d'années leur manteau pour laisser place à des zones végétalisées où l'eau peut s'infiltrer. L'objectif est de retrouver au plus proche le cycle naturel de l'eau. Les stations d'épuration sont donc moins sollicitées, mais les eaux sont toujours chargées en polluants. Alors finalement, au niveau de ces zones végétalisées, où vont les polluants? Je sors ma loupe, je mets mon chapeau de détective et l'enquête peut commencer. Tout d'abord, un examen du sol est nécessaire. En m'approchant, je constate qu'il est composé de grains de différentes tailles, le sable et le gravier étant les plus grands. Ces grains sont serrés les uns contre les autres en laissant des espaces où l'eau peut s'infiltrer. Ce sont les pores du sol. Selon la taille de ces pores, l'eau s'infiltre en profondeur par gravité ou est retenue dans les premiers centimètres du sol par capillarité. Mais qu'est-ce que l'eau préfère? Élémentaire, mon cher Watson. Il existe de nombreuses méthodes pour le savoir. Et les polluants? Il est vrai qu'aucune méthode fiable sur le terrain ne permet de connaître la capacité du sol à retenir les polluants. Mais ne vous inquiétez pas, c'est là que ma thèse entre en jeu. Et pour espionner les polluants en toute discrétion, j'ai mis mes meilleures agentes sur le coup. Les nanoparticules d'oxyde de fer super paramagnétiques, les spions. Celles-ci ont été formées pour être détectables et pour reproduire le comportement de certains polluants lors de l'infiltration. Leur zone d'enquête est délimitée par un grand anneau légèrement enfoncé dans le sol. J'y dépose un volume connu d'eau les contenant et je les suis à l'aide d'un radar géologique. Là, elles m'informent sur la mobilité des polluants. Est-ce qu'ils restent coincés dans les premiers centimètres du sol par capillarité? Est-ce que l'eau arrive à les entraîner en profondeur vers la nappe d'eau phréatique, réserve d'eau potable principale des villes? Lorsque mon enquête sera terminée, vous saurez si vous pouvez boire de l'eau en ville sans vous poser de questions. Merci beaucoup, Gersande. Du coup, moi, je suis très intéressé de savoir si je peux boire de l'eau ou pas. À peu près, quand est-ce que ton enquête sera terminée? Dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi. Donc, on évite de boire pendant 1 an et demi et puis ensuite on aura la réponse. Merci. Allez, candidate suivante. Il s'agit de Nathalie Vallée-Renard. Alors Valérie, toi tu travailles... Nathalie. Pardon? Nathalie? Nathalie, oui je sais, c'était un test pour voir si tu te rappelais bien de si le stress n'était pas trop grand. C'est parfait. Il est énorme. Tu as réussi à passer le premier test, merci. Donc Nathalie, pardon, tu travailles à l'université Jean Moulin Lyon 3, à l'Institut de recherche philosophique de Lyon. Et donc l'intitulé de ta thèse, c'est « Les relations au prisme de la délicatesse, le cas du cancer en milieu professionnel ». Les 3 minutes commencent quand tu me dis. C'est bon. J'ai un cancer et je vais devoir m'absenter. Voilà ce que dit Thomas, qui a 32 ans, à son manager, qui lui répond « Oups, écoute, je ne suis pas habitué à ce genre de nouvelles, je ne sais pas, prends soin de toi et reviens vite. » Qui dit cancer dit la possibilité et la peur de la mort. Et on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a connu ou qui connaît l'épreuve de cette maladie, quelqu'un qui possiblement travaille. Cela a été mon cas. Alors, on est souvent désemparé,
compatissant, et on se demande que dire, que faire. Certains seront maladroits, d'autres vont se détourner de la personne concernée. D'autres, enfin, vont trouver les gestes, les mots qui feront du bien. Et l'institution, que permet-elle? Ma thèse en philosophie et sciences de gestion interroge les relations dans les situations professionnelles impactées par un cancer. Et je les regarde, ces relations, au prisme de la délicatesse. Tenez, je vous emmène vers un rapide voyage justement en délicatesse, dont on parle beaucoup au XVIIIe siècle, notamment autour du goût, puisque c'est une finesse de perception. Mais c'est le marquis de Sade, et là je vous surprends, qui en fait un principe avant que celui-ci ne soit repris par Roland Barthes, qui lui l'approchera de la douceur. La délicatesse est une intelligence du cœur, une capacité à s'approcher de l'autre. Dans la délicatesse, il y a toujours un geste qui va vers et en même temps se retient. Et à l'inverse, dans la brutalité, on renverse, parce que la brutalité est absence de raison. Brutalité de la maladie, cette catastrophe intime. Brutalité possible du milieu professionnel, avec ses relations d'abord contractuelles, souvent de pouvoir, cette tension entre performance et vulnérabilité. Si la maladie grave interroge les frontières entre le social et le privé en milieu professionnel, alors nous devons nous interroger, c'est ce que je fais, sur la question, sur la proximité et la distance. Se sentir suffisamment proche pour être solidaire et pour autant respecter l'intime, évidemment. Toutes les personnes que j'ai interrogées, concernées dans leur corps, managers ou collègues, disent l'importance d'une parole sur le sujet en milieu professionnel. Soutenir la vie, c'est la considérer comme faisant partie... Soutenir la vie, c'est considérer que la normalité est dans l'irrégularité, non pas dans l'absence de heurts. Ainsi, les organisations doivent faire passer la performance du côté de l'humain et non pas des chiffres. Considérer la personne humaine avant la fonction qu'elle occupe dans l'entreprise. Confier au terrain, au plus près aux opérationnels, la possibilité de résoudre les situations qui s'imposent. Et puis, en dernier lieu, valoriser l'informel dans nos relations qui tissent notre humanité. Merci. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation tout en délicatesse. On continue avec notre prochaine candidate, Maïwenn Pinault. Alors Maïwenn, toi tu travailles à l'INSA de Lyon, au laboratoire de microbiologie, adaptation et pathogénie. Oui. La scène est à toi et tu vas nous parler de la régulation globale de la transcription bactérienne par le surenroulement de l'ADN. Tout à fait. Avez-vous déjà entendu une histoire dont le héros est une patate? Non? Mais pourtant une patate, c'est beau, c'est bon, tout le monde aime les patates. Cette patate aurait pu avoir une belle vie. Mais ça, c'était sans compter sur le vilain de l'histoire, la bactérie Dickeya dadanti. Imaginez-vous dans un jardin en plein automne. À vos pieds se trouve une patate, mais également une bactérie qui adore pourrir la vie des patates. Cette bactérie a en elle un manuel d'utilisation, avec un chapitre sur l'infection des végétaux. Ce manuel, appelé ADN, a la forme d'une microscopique pelote de laine et a des alliés qui peuvent modifier sa structure. Je vais vous présenter deux d'entre eux. Le bras droit, la topoisomérase 1, qui va détendre la pelote de laine, et le bras gauche, l'ADN gérase, qui va rendre cette pelote encore plus compacte. Lorsque la pelote est très compacte, certaines informations ne sont même plus lisibles. A l'inverse, lorsqu'elle est détendue, d'autres informations sont mises en avant. La structure de cette pelote de laine, appelée le surenroulement de l'ADN, et son impact sur la transmission des informations sont au cœur de mon sujet de thèse, puisque je cherche à mieux les caractériser. Mais pour mieux comprendre, revenons-en à notre patate qui pousse dans le jardin. Patatras! Dickeya vient de la pénétrer. Mais le premier espace atteint par Dickeya est acide, à croire qu'elle est dans un citron. Mais il en faut plus pour arrêter Dickeya. Le bras droit, la topoisomérase 1, vient d'étendre la pelote de laine, ce qui va aider Dickeya à relever ce premier défi environnemental. Oh,
Notre patate se sent patatrac. Oh. Je me sens toute molle, je deviens marron, je pue. Oh purée, ça y est. Les premiers symptômes de la maladie, la pourriture molle apparaissent. Mais encore un espoir, patate. Garde la frite. Ta macération stresse d'Ikea, car son environnement est une nouvelle fois modifié. Mais cette fois-ci, c'est le bras gauche, l'ADN gyrase, qui vient compacter la pelote de laine, ce qui va aider d'Ikea à s'adapter à ce nouvel environnement. Les symptômes se généralisent chez notre patate. Mais il reste un ultime duel. Lors de sa dégradation, notre patate émet toutes sortes de molécules qui déstabilisent d'Ikea. Nos patates peuvent-elles encore survivre? Mais une nouvelle fois, le bras droit va détendre la pelote de laine et d'Ikea achève notre patate. Chaque année, des millions de végétaux sont atteints de la maladie de la pourriture molle provoquée par Dickeya dadanti. Mieux comprendre la structure de cette pelote de laine, le surenroulement de l'ADN, pourrait nous permettre de limiter ce nombre de cas, de peut-être sauver notre patate, mais surtout de limiter l'impact économique et écologique de cette maladie. Merci beaucoup Maïwen pour toutes les patates du monde. Allez, nous allons recevoir notre avant-dernier candidat pour cette première partie. Il s'agit de Luca Francone. Je vois qu'il y a des candidats qui sont soutenus par les partis. N'hésitez pas évidemment à vous exprimer. Lucas, donc toi, tu es à l'université Claude Bernard Lyon 1. Tu travailles à l'Institut Camille Jordan. Et donc ta thèse s'intitule, on y va, le problème de branchement en théorie des représentations des groupes algébriques complexes et réductifs. Je te laisse nous expliquer tout ça quand tu veux. Vous savez quoi? Nous connaissons les choses lorsque nous interagissons avec elles. En science, on fait des expériences pour valider les hypothèses. Par exemple, il faut passer beaucoup de temps sur le site de la CAF pour comprendre comment ça marche. Et il faut demander à ta maman pour savoir si elle a jeté ta batterie. Dans la science ou dans la vie, pour connaître, il faut faire, il faut agir. En maths, le monsieur qui agit sur nos places s'appelle groupe. Chaque objet mathématique naît avec son propre groupe de symétrie. Et en étudiant comment ces groupes agissent sur l'objet, on obtient parfois des milliers d'informations. Une donnée importante qu'on peut chercher sont les invariants, c'est-à-dire les quantités préservées par ces symétries. Voici un exemple. Mettez-vous dans le centre d'une piscine et commencez à pivoter sur vous-même. Si la piscine est ronde, vous ne remarquerez pas votre rotation, mais si c'est carré, si. Ici, grâce à l'action du groupe de rotation, vous avez distingué un cercle d'un carré. Ce n'est pas grand-chose, mais la seule façon que vous avez de distinguer le passé du futur, c'est parce que les lois de la physique ne sont pas invariantes par inversion temporelle. Dans ma thèse, je cherche des façons de résoudre ces problèmes. On a un objet mathématique avec son groupe de symétrie et on cherche de déterminer les invariants pour un sous-groupe fixé. C'est-à-dire, dans notre groupe, on prend des symétries et on les oublie. Ce qui reste, on les appelle sous-groupes et on cherche les invariants pour ça. Pour comprendre ce que ça signifie, je voudrais que vous pensiez à un rythme. Vous avez tous pensé au même? Très bien. Et maintenant, prenez votre télécommande magique, comme celui-là. Quand j'arrête de parler, appuyez tous ensemble sur le bouton bleu, qui vous fait avancer dans le temps d'un demi-seconde. Vous avez entendu la différence? Appuyez encore. OK. Et maintenant, faites la même chose, mais avec le bouton rouge, qui vous fait avancer dans le temps d'un seconde entier. Vous avez appuyé? Appuyez encore. Il n'y a pas de différence, non? En fait, dans cet exemple, le rythme que vous avez choisi n'était pas invariant pour la télécommande entière qui était notre groupe de symétrie, mais il l'était pour l'action du petit sous-groupe, c'est-à-dire le bouton rouge. Voilà. Je vous aurais fait des exemples plus compliqués, mais ma maman a jeté ma batterie.
Merci Lucas. Merci. Tu présentes le seul sujet sur les mathématiques pour ce soir. Comment est-ce que tu es venu cette envie de perfectionner les mathématiques? Perfectionner les mathématiques, elles sont Tu as, déjà été, parfaites. tu as été amoureux des mathématiques tout de suite ou c'est arrivé soudainement à un moment? Bah, de que je me souviens, j'ai toujours aimé les mathématiques, mais en fait, c'est toujours de plus en plus intéressant pour moi. Et après, plus on fait les mathématiques, plus ils sont beaux, même si à l'école, peut-être, on ne voit pas trop ça. D'accord. Mm. Et accessoirement, tu pourrais faire de la musique aussi si jamais les mathématiques... Si, si. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Allez, nous accueillons notre dernière candidate pour cette première moitié. J'appelle maintenant avec moi Juliette Bougnon. Ça va, Juliette? Ça va. Allez, du coup, on va commencer. Juliette, je te présente. Donc, toi, tu travailles à l'Université Claude Bernard Lyon 1, au Centre international de recherche en infectiologie, le CIRI. Ta thèse en particulier s'appelle « Caractérisation du rôle des effecteurs du SST4 dans la virulence accrue de l'espèce Legionella pneumophilia ». Exactement. Je te laisse nous en parler. Pendant 3 minutes, comme d'habitude, tu me donnes le top départ. Juillet 1976, Philadelphie. Plusieurs centaines de légionnaires, des vétérans américains, sont réunis dans un hôtel pour un congrès. Environ 200 personnes développent une étrange maladie mystérieuse, d'origine inconnue, et 29 personnes en meurent. Alors oui, on dirait un petit peu les débuts de l'histoire du Covid, que vous connaissez tous. Mais non, cette maladie pulmonaire est due à une bactérie baptisée Legionella pneumophilia. Et soyez rassurés, elle n'est pas contagieuse. Legionella est une bactérie environnementale qui vit dans les eaux douces, comme les rivières, et se réplique à l'intérieur de petits organismes vivant également dans l'eau, les amibes. Pour mieux comprendre comment fonctionne cette bactérie, qui est au centre de ma thèse, nous allons nous replonger dans une vieille histoire de la mythologie grecque, qui est la guerre de Troie. Imaginez que l'amibe représente la ville de Troie. Legionella, qui représente notre envahisseur, utilise la stratégie du cheval de Troie pour rentrer incognito dans la cellule. Une fois à l'intérieur, elle déploie un arsenal d'armes très spécifique qu'elle seule connaît et maîtrise pour neutraliser les défenses de l'amibe et piller ses ressources. Une fois que toutes ces ressources sont épuisées, elle détruit la cellule et part à la conquête de nouvelles amibes à envahir. Alors dans la réalité, cette bactérie est inoffensive pour nous. Peu de chances que vous tombiez malade en allant vous baigner dans la rivière à côté de chez vous. Par contre, Legionella devient problématique quand elle envahit massivement les réseaux d'eau qui alimentent des technologies générant des aérosols, comme les douches, les spas ou les fontaines. En 1976, c'est la climatisation de l'hôtel de Philadelphie qui, alimentée par de l'eau contaminée, projetait dans l'air de micro-gouttelettes d'eau contenant Legionella. En respirant cet air frais mais contaminé, nos légionnaires se sont retrouvés avec des bactéries dans leurs poumons. Legionella utilise alors la même stratégie du cheval de Troie pour coloniser l'ensemble du tissu pulmonaire et provoque une pneumonie sévère appelée légionellose ou maladie du légionnaire. Aujourd'hui en France, malgré une surveillance des réseaux d'eau et un traitement antibiotique adapté, on dénombre encore plus de 1500 cas de légionellose par an, avec 11% de mortalité, classant ce pathogène parmi les 15 plus mortels au monde. Tel un éclaireur, mon travail de thèse consiste à étudier et observer Legionella pour décrypter ses stratégies d'attaque vis-à-vis de l'amibe et des cellules pulmonaires. Et plus précisément, j'étudie son arsenal d'armes afin de développer une meilleure défense pour que vous puissiez profiter de votre climatisation en toute sécurité. Merci beaucoup Juliette et merci à tous. Nous arrivons donc à la moitié de ce concours. Et avant d'écouter les présentations des 7 autres et derniers candidates et candidats,
Eh bien, je vais rapidement récapituler les noms et les sujets que vous venez de voir, l'objectif étant évidemment que lorsqu'on arrive à la fin, vous n'ayez pas complètement oublié ceux qui passaient au début, ce qui serait particulièrement injuste. Donc, vous pouvez reprendre effectivement vos petits papiers, vous les avez avec tous les noms, et je vais vous résumer très rapidement ce que nous avons déjà entendu en cette première partie de soirée. Nous avions d'abord Maëlle, qui, elle, utilise l'IRM pour explorer dans le cerveau la 4e dimension des émotions. Nous avions ensuite Steve, qui, lui, va graver au laser de microscopiques structures sur les implants dentaires pour empêcher les bactéries de s'y accrocher. Après, nous avons rencontré Gersande, qui modélise et mesure, avec son fan club, qui modélise et mesure l'infiltration de l'eau et la filtration des polluants dans les sols végétalisés urbains. Puis nous avons rencontré Nathalie, avec les relations au prisme de la délicatesse et le cas du cancer en milieu professionnel. Puis Maïwen nous a raconté l'histoire d'une patate et de son pire ennemi, une bactérie dont l'ADN se surenroule. Voilà. Après, c'était Lucas qui est venu nous dire comment il étudie, comment les groupes de symétrie agissent sur les objets mathématiques en claquant des doigts, ce qui n'est pas si facile. Et enfin, Juliette qui vient de nous parler de la virulence de la bactérie de la légionellose. Voilà. On a fait un point précis sur les 7 premiers candidats. Eh bien, on va enchaîner directement sur la deuxième partie. C'est bon, vous avez besoin d'une pause ou on peut continuer? Continue? Allez, on continue, c'est parti. Allez, du coup, c'est parti. La première personne pour cette deuxième partie se trouve être Bastien Marguet. Bastien, est-ce que tu peux revenir vers moi? Je vois que les fan clubs ne sont pas tous équivalents. Donc Bastien, tu as ramené avec toi des gens de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et en particulier de l'Institut Lumière Matière. Voilà. Et donc ta thèse s'occupe de la modélisation de la naissance des joints de grains dans les matériaux bidimensionnels et en particulier l'application au graphène. Exactement. Eh bien, je te laisse nous en parler pendant 3 minutes. Dis-moi quand est-ce que tu démarres. Pompier, vétérinaire, astronaute. Allez, venez, on se replonge dans nos rêves d'enfance. Moi, j'admirais les grands cuisiniers, mais mon destin ne m'a pas mené dans cette direction. Alors j'ai suivi un autre rêve, changer le monde avec des objets du quotidien. Tout a commencé en 2004, une année comme les autres, mais une découverte allait bouleverser notre monde. Le graphène, c'est l'objet de ma thèse. Cela ne vous évoque certainement rien, mais c'est un super matériau, aux propriétés exceptionnelles. 1 million de fois plus fin qu'une feuille de papier. 200 fois plus résistant que l'acier. C'est l'un des tout meilleurs conducteurs électriques. Alors, à votre avis, où peut-on le rencontrer? Constitué d'atomes de carbone reliés entre eux en hexagone, le graphène est une feuille atomique qu'on retrouve, tenez-vous bien, dans la mine de vos crayons de papier. Il est ultra prometteur, je vous laisse imaginer. Nos smartphones se rechargeront en quelques secondes. Nos malades atteints de cancer seront pris en charge plus rapidement. Nos passoires en oxyde de graphène rendront l'eau des océans potable. Ce serait incroyable. Mais aujourd'hui, quels objets du quotidien contiennent du graphène? Une infime partie seulement, car le graphène de bonne qualité reste très difficile à produire. Il est certes abondant, mais trop peu et trop mal exploité. Donc, comment ne pas rater une telle opportunité? C'est là que j'interviens. Laissez-moi vous expliquer ma thèse dans la grande émission Cuisine. Cette semaine, nous allons préparer du graphène. Prenez un échantillon métallique plat. Déposez-le dans un four à 1000 degrés Celsius. Saupoudrez la plaque d'atomes de carbone pour créer les premiers cristaux de graphène dispersés. Arrosez-la ensuite à grands jets de carbone jusqu'à jonction des différents cristaux. Laissez finalement reposer le tout jusqu'à cicatrisation des jonctions. Et voilà, votre graphène est prêt. Enfin, presque prêt. Parce que toutes ces cicatrices, qu'on appelle joints de grains, le rendent moins performant qu'espéré. Alors, dans mon laboratoire, je traduis l'expérience culinaire en mathématiques. Avec la précision d'un chef étoilé, j'associe les bons ingrédients dans mes équations. En faisant varier la température du four et le temps de cuisson, j'améliore la finition. Pour mon meilleur graphène, j'ai même montré qu'une méticuleuse augmentation du débit de carbone rend les cicatrices plus lisses, plus jolies, moins visibles. Cher public,
Ce soir, je vous propose de naviguer entre rêve et réalité. Dans mon restaurant, vous vous êtes installé à la plus belle table, parfaitement dressée, et sous la cloche de ce plateau d'argent, je vous ai préparé ma spécialité. En tant qu'invité d'honneur, vous découvrirez cette douce saveur de légèreté que procure le graphène de qualité. En moins d'1 minute, vos smartphones, ordinateurs et voitures électriques seront rechargés. Bonne dégustation! Bastien, en bon cuisinier, on rappelle qu'on ne mange pas le graphène. Le graphène n'est pas comestible, effectivement. Voilà, c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup, Bastien. Merci. Allez, maintenant, il est temps d'amener ici, en tout cas d'inviter à côté de moi, Laure Vergniaud. Bonjour Laure. Alors toi, tu travailles à l'INSA de Lyon, au Centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour la santé, Creatis. Et donc, le titre de ta thèse s'appelle « Dosimétrie pour les traitements au lutetium-177 en radiothérapie interne, basée sur l'imagerie et les simulations Monte-Carlo ». C'est ça. Allez, on y va. 3 minutes. Dis-moi quand est-ce qu'on commence. 30 000 milliards. Ce que vous souhaiteriez avoir sur votre compte? Peut-être. Mais c'est bien plus précieux que cela. C'est le nombre de cellules dans votre corps. Votre corps est une grande usine de production de cellules, qui, comme toute usine, peut produire des cellules défectueuses. D'ordinaire, le corps leur envoie un signal pour qu'elles s'autodétruisent. Mais parmi elles, il peut exister des cellules rebelles, qui se multiplient de manière anarchique alors qu'on ne leur a rien demandé. Ce sont les cellules cancéreuses. Pour les déloger, quelle solution? On peut penser spontanément à la chirurgie, mais certaines sont inatteignables et donc inopérables. Mais comme le dit le proverbe, si on ne peut pas rentrer par la porte, rentrons par la fenêtre. Car l'on connaît un autre moyen d'atteindre directement les tumeurs. C'est le sang. On administre donc aux patients un médicament appelé radiopharmaceutique qui a pour but de détruire les cellules tumorales. Comment? Eh bien en leur faisant prendre un coup de soleil. Lorsque vous vous mettez au soleil, les rayons lumineux déposent de l'énergie à la surface de votre peau qui va s'accumuler et endommager vos cellules. Eh bien, avec les radiopharmaceutiques, c'est pareil, car ils contiennent des éléments radioactifs tels que le lutetium-177 qui agissent comme de petits soleils en se désintégrant. Par chance, certaines cellules cancéreuses ne sont pas très futées et surexpriment des récepteurs auxquels le radiopharmaceutique va pouvoir venir se fixer. L'énergie va alors se déposer au niveau des cellules tumorales. On parle de doses absorbées par les tumeurs. Et c'est ce que je calcule dans ma thèse. Car bien que ce type de traitement soit efficace, 2 difficultés persistent. Premièrement, les organes sains, eux aussi, reçoivent de la dose absorbée et risquent d'être endommagés. Les reins, le foie, la moelle osseuse sont plutôt utiles à notre survie, n'est-ce pas? Deuxièmement, les traitements sont les mêmes pour tous les patients, alors que les coups de soleil pris par les lésions ne sont pas les mêmes. L'objectif de ma thèse est donc de développer des méthodes permettant d'estimer les doses reçues par les patients. En clair, d'estimer l'intensité des coups de soleil. Pour cela, j'ai besoin de 3 choses. Le nombre de soleils, leur localisation et le temps d'exposition. Je récupère donc de toutes petites quantités d'énergie, appelées photons, afin de localiser les soleils au cours du temps dans le patient. Puis, grâce à des simulations, je regarde où ces soleils vont déposer leur énergie. Ainsi, la dosimétrie personnalisée nous permettra d'adapter les traitements patients afin d'améliorer leur efficacité, tout en préservant ce qu'il y a de plus cher en nous, nos 30 000 milliards de cellules. Merci. Merci Laure, des chiffres astronomiques, et ça juste dans votre corps. On a mêlé l'infiniment grand et l'infiniment petit ce soir, c'est parfait. Allez, maintenant j'appelle à côté de moi Arthur Guérin-Turc. Très impressionnant. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir Arthur. Alors Arthur, toi tu travailles à l'ENTPE. C'est exact. Dans le laboratoire Environnement, Ville et Société. Tout à fait. Et donc le sujet de ta thèse, les choses dont tu vas nous parler maintenant, s'intitule Forêt et commun, la forêt périurbaine française entre bien commun et bien club. Tout à fait. Je te laisse nous en parler. Merci. Tu nous dis quand tu démarres. Quelle est la chose la plus ennuyeuse dans une forêt? Les arbres. Quand vous voyez un arbre, ok, ça passe. Un deuxième, bon, pourquoi pas. Un troisième, bon, moi ça me rase déjà. Je ne fais pas ma thèse sur les arbres en forêt, mais sur les gens qui la traversent. Alors, nous serions de plus en plus nombreux à se reconnecter à la nature. Bon, enfin, moi, je croise toujours les mêmes sur les chemins. Ouais, d'ailleurs, madame, là, au 4e rang, ouais, il me semble qu'on s'est... Ouais, je vous reconnais, il me semble qu'on s'est croisés dimanche dernier dans la forêt des Monts d'Or. Ouais. Bon, alors, moi, je fais ma thèse sur ce petit club de personnes qui s'approprient la forêt au nom du bien commun. Alors, ma méthode de recherche est qualitative. Je fais des entretiens semi-directifs avec les différents acteurs de la forêt. J'écoute leur passion pour l'écorce. Et ils me disent tous la même chose. Fini la ville trop grise, fini le métro, boulot, dodo. On peut s'adonner aux cueillettes de champignons. Faire des cabanes dans les arbres. Chasser le sanglier. On se met au vert. On prend le temps de vivre. Bon, pas trop loin du supermarché non plus, hein, histoire de continuer à faire ses courses. Un pied en ville, un pied à la campagne. Le périurbain, c'est l'idéal. Alors, dans ma thèse de géographie, je fais des constats, des critiques. Je vous laisse le soin d'en tirer des conclusions, des solutions. Toujours est-il que les amis de la nature ne supportent pas les coupes rases. Voir toute une parcelle de forêt coupée comme ça à blanc, enfin, ça fait tache dans leur écrin de verdure. C'est une attaque au poumon vert, bien commun de l'humanité. Et les gens sont très en colère. Et quand ils sont à fleur de peau, ça leur donne des idées. Les amis de la nature sont prêts à faire sauter la banque. Fini l'État, fini le marché, on reprend le contrôle de la nature et on va montrer au système qu'on est capable de gérer nous-mêmes la forêt. C'est l'heure du grand soir, les forêts sont en lutte, aux arbres citoyens. Et la première chose que les amis de la forêt font, c'est d'écrire sur une pancarte « Forêt réservée au commun, propriété privée ». Les amis de la forêt disent la gérer au nom du bien commun, mais en réalité, ils se l'approprient pour leurs intérêts. Le retour à la nature est l'arbre qui cache la privatisation de la forêt. Merci. Merci. Un sujet un petit peu plus polémique, terminé à la dernière microseconde. Tu t'étais entraîné comme ça? Ah ben, tout est calculé. Tout est calculé, d'accord. Évidemment, c'est des heures d'entraînement qu'il y a derrière. Eh ben, merci pour ton travail. Merci. Et puis on te retrouve tout à l'heure. Allez, maintenant nous allons discuter avec et écouter bien sûr le travail de Leïla Ben Mafoud. Leïla qui nous vient de l'université Jean Monnet, à Saint-Étienne, donc, ça y est, on quitte Lyon, au laboratoire Hubert Curien, c'est ça? Et donc, ta thèse s'intitule « Dynamique structurale de l'interaction laser ultra-bref solide à l'échelle de l'atome par des méthodes ab initio ». C'est ça. Eh bien, tu vas pouvoir nous en parler quand tu veux. Alors, bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et vous savez, si on peut se voir, c'est pas juste parce qu'on a des yeux, mais c'est aussi parce qu'il y a de la lumière. La lumière nous permet de découvrir le monde qui nous entoure. Puis la lumière naturelle, elle est indispensable à la vie.
Les plantes utilisent le mécanisme de photosynthèse pour transformer l'énergie lumineuse en nutriments. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'était le premier ordre de Dieu dans la Bible lorsqu'il créa le monde, d'après la Bible. Donc la lumière a donc été là au commencement du monde et aussi au commencement de ma thèse. Tout a débuté avec les lasers femtosecondes. En fait, une femtoseconde, c'est juste une toute petite fraction de seconde. Les lasers femtosecondes sont donc des flashs de lumière qui ne durent que très peu de temps et qui permettent de transformer la matière. Prenons comme exemple l'oxyde de vanadium. En fait, comme vos verres de lunettes ou de vos fenêtres, c'est un isolant. Il ne conduit pas le courant électrique et il est transparent à la lumière visible. Mais saviez-vous qu'avec une impulsion laser, il est possible de le rendre métallique ? En un instant, il devient bon conducteur électrique et opaque. Avec des impulsions laser, il est aussi possible de graver la surface des des moteurs pour réduire leur émission de CO2 et lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit ma thèse. Pour cela, j'ai étudié 2 métaux, le nickel et le chrome. Alors, il faut que vous sachiez que les atomes du nickel forment une structure compacte et stable, un petit peu comme les métaux nobles. Ce n'est pas le cas des métaux défavorisés par la nature, comme le chrome. Et oui, tous les métaux ne naissent pas libres et égaux en structure. C'est comme ça. Alors, est-ce que le chrome pourra un jour lui aussi devenir noble ? Eh bien, c'est précisément ce que j'ai cherché à faire dans mes simulations. Concrètement, j'ai pu observer que quand on envoyait une impulsion laser sur le chrome, eh bien, ces atomes se mettaient en mouvement et adoptaient une structure compacte et stable. Le chrome devenait lui aussi noble. Finalement, le laser femtoseconde, c'est un petit peu comme l'égalité des chances. On donne plus à ceux qui en ont moins. Alors, de façon générale, les simulations, c'est comme les prévisions météo, ça ne marche pas toujours. Mais dans mon cas, mes résultats concordent avec les expériences dans le cas du nickel et du chrome. Nickel-chrome. J'arrive. Bon, bah là, je vous vois venir. Je vous ai dit que les lasers permettaient de transformer la matière. Vous allez me demander si on peut transformer le plomb en or. Bon, mon banquier m'a aussi posé la même question. Alors, je ne sais pas, mais avec le chrome, j'en ai eu plein les yeux et plein le cœur. Et parfois, je me dis qu'en science, c'est comme en amour, tout est possible. Donc on conclut qu'officiellement, tu n'as pas transformé le plomb en or. Officiellement, non. D'accord. Merci Léla. Et si maintenant nous discutions avec Juliette Gélébar? Tu n'as pas la pression du tout. Donc Juliette, tu viens de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ça c'est important, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et donc ta thèse s'intitule « Étude électrophysiologique de la perception subjective de la douleur chez l'homme par enregistrement intracérébral ». La scène est à toi. Quand j'étais petite, avec ma famille, nous habitions dans un appartement avec des poutres au plafond qui étaient plutôt basses. Mais mon père, lui, il était plutôt grand. Et il arrivait parfois, souvent, qu'il se cogne violemment. C'est comme ça que j'ai appris que dire des jurons atténuait apparemment la douleur. Mais certaines personnes, comme celles qui sont dans le coma, n'ont pas la chance, comme mon père, de pouvoir exprimer leur douleur. Comment savoir alors à coup sûr si elles ont mal? On pourrait se dire qu'à partir du moment où nos récepteurs à la douleur sont activés et qu'ils transmettent l'information jusqu'au cerveau, on ressent systématiquement de la douleur. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas toujours le cas. Pendant ma thèse avec mes collègues, nous nous sommes rendus compte que pour une seule et même personne, lorsque nous faisions une série de stimulations qui sont toutes censées faire mal, et sans jamais changer l'intensité de ces stimulations, le ressenti pouvait être extrêmement variable, allant d'une sensation légère à une douleur intense. C'est pour expliquer cette variabilité de ressenti que j'ai mené mon enquête dans votre cerveau. Procédons à la reconstitution. À 9h0 millisecondes, un message a priori douloureux est délivré au niveau de votre main.
À 9h0100 millisecondes, il atteint votre cerveau via les voies nerveuses et en moins d'une seconde, tout le club de la Pain Matrix est au courant du message. La Pain Matrix? Alors, ça n'a rien à voir avec un film de science-fiction. La Pain Matrix, c'est un club très sélect qui regroupe toutes les régions du cerveau qui sont impliquées dans le traitement des informations douloureuses. Elle est divisée en 3 gangs. Mais qui est le sadique qui décide si vous allez avoir mal ou pas? Voici mes 3 suspects, un membre de chaque gang. L'insula postérieure, membre du gang des régions sensorielles, elle est la première à recevoir le message. Elle sait faire la différence entre un coup de fusil dans le pied ou si c'est sur un Lego que vous avez marché. Par contre, elle est un peu sensible à la distraction. Mon suspect numéro 2 est membre du gang des régions émotionnelles. Elle détecte les dangers à la vitesse de l'éclair. C'est l'amygdale, à ne pas confondre avec celle de la gorge. Elle est située au centre de votre cerveau et impliquée dans le traitement de vos émotions, comme la peur, l'anxiété, mais aussi celle du plaisir. Ses faiblesses? Livrée à elle-même sans aucun contrôle des autres gangs, elle peut vite paniquer. Mon 3e suspect est l'insula antérieure. Voisine de l'insula postérieure, elle a cependant un rôle très différent. À l'image de l'amygdale, elle est assez émotive. Il vous suffit de regarder quelqu'un souffrir pour qu'elle s'active. Oui, l'insula antérieure est très empathique. Mais elle est aussi la confidente de beaucoup d'autres régions du cerveau et peut se laisser facilement influencer. Bon, mais au final, qui est le cerveau de l'affaire? L'insula postérieure? Elle n'en a rien à faire de toute cette histoire. En revanche, l'amygdale et l'insula antérieure, c'est 2 commères. À force de ragots, ont paniqué et ont décidé ensemble de faire varier l'information reçue. Ainsi, elles sont impliquées dans la perception subjective de votre douleur. Il y a sûrement d'autres complices. Je continue mes interrogatoires en essayant, contrairement à l'amygdale, de ne pas paniquer. Merci. On peut préciser que personne n'a été blessé durant les tests sur la douleur, on est d'accord? Non. Ok, on va dire ça. Allez, maintenant, j'aimerais appeler à côté de moi Marion Crubézy. Marion, toi, tu travailles à l'Université Claude Bernard Lyon 1, au Research on Healthcare Performance, avec un magnifique accent anglais. Et merci. Et ta thèse s'appelle « L'expérience professionnelle de santé, regard croisé avec l'expérience patient ». Tu as 3 minutes et tu commences quand tu veux. Début 2022, le président de la République française a décidé d'emmerder une partie des Français. Ces propos un peu insultants arrivent souvent pour 3 raisons. 1, on n'a pas écouté ce que les gens nous disaient. 2, on n'a pas compris ce que les gens nous disaient. 3, on a interrogé les mauvaises personnes. Et cela, dans le domaine de la santé, cela arrive souvent. On va demander aux médecins ce qui est important pour les patients. Ou alors on va interroger les patients, on ne va pas les écouter. Alors comment faire? Comment faire pour savoir ce que pensent et nos médecins et nos patients? Eh bien tout simplement, on va aller leur demander. Figurez-vous que ça, on le fait déjà avec les patients. Nous avons des milliers d'histoires qui sont aujourd'hui non exploitées. Il ne me reste plus qu'à interroger les médecins. Toutes ces histoires, je vais les décortiquer mot après mot, et ce n'est pas un abus de langage, afin de lister tous les sujets qui passent par la tête et de nos médecins et de nos patients. Il y a des sujets que vous connaissez tous, les sujets les plus récurrents, mais aussi des tout petits sujets qui sont autant de signaux faibles, de bonnes pratiques, ou tout simplement des sujets qui sont évoqués par des populations sous-représentées. Après, je vais faire une deuxième chose, quelque chose que vous connaissez très bien. Car comme moi, vous savez que tout ce que je dis n'est pas sur le même plan. Il y a des choses plus importantes et des choses moins importantes. Et cela, grâce à l'analyse de la syntaxe, je vais être capable de comprendre ce qui est le plus important pour mes médecins et pour mes patients. Dernière étape, et c'est certainement la plus importante, je vais croiser ce que me disent mes 2 populations. Par exemple, toujours suite à un rendez-vous à l'hôpital, un passage à l'hôpital au sein des hospices civils de Lyon, je vais aller voir le médecin en lui disant « Alors, ce rendez-vous avec ce patient, comment cela s'est passé ?» Le médecin, écoutez, très bien, j'ai expliqué au patient sa pathologie, j'ai essayé de détailler mes explications, je pense qu'il a tout compris. Et vous, patient?
Alors franchement, médecin super top. Il m'a même fait un petit schéma, j'ai tout compris. Vraiment, là, je pense que je connais et je maîtrise à peu près ma maladie. Alors ça, évidemment, vous le savez, c'est dans le meilleur des cas. Il y a des moments plus compliqués. Toujours avec notre même médecin. Et alors, écoutez, je lui ai donné son ordonnance, je lui ai prescrit son traitement. S'il suit mes indications, le patient sera guéri sous 4 à 6 mois. Et vous, patient? On m'a donné l'ordonnance. Alors, il y a un médicament, je crois, qui n'est pas remboursé, donc je ne vais pas le prendre. Et l'autre, ma cousine m'a dit que bon, c'était pas top, donc non, je pense pas que je vais le prendre. Conclusion, le patient ne va pas guérir sous 4 à 6 mois. Quand on écoute toutes les parties prenantes, on diminue sensiblement le risque d'emmerder une partie de son auditoire et on augmente aussi nos chances de guérison. Et excusez-moi, je ne pensais pas qu'il y aurait des enfants dans la salle ce soir. Marion, oui. Tu fais tes recherches dans le domaine médical, mais est-ce que en tout santé publique et sciences de gestion. Est-ce que tout ça pourrait être appliqué dans d'autres domaines professionnels ou d'autres domaines? Je pense que l'écoute, et on a eu différents sujets, je pense que l'écoute peut s'appliquer à différents domaines, surtout en politique en ce moment. Je pense qu'il y a un petit travail à faire, mais je pense qu'aussi on peut écouter les étudiants, les doctorants, et que je pense que ça fait partie aussi de la visibilité des doctorants que de prendre la parole ce soir. Merci beaucoup. Et le temps passe vite, et nous arrivons à notre dernier candidat, déjà. J'accueille à côté de moi Aurélien Perron. Alors Aurélien, c'est toi qui as la lourde charge de terminer tout ça en apothéose. Alors, toi, tu viens de l'université Jean Monnet, donc à Saint-Étienne, et tu travailles au Centre international de recherche en infectiologie. Voilà donc le dernier titre de thèse que l'on va écouter ce soir, étude des mécanismes moléculaires impliqués dans l'invasion de la muqueuse par Staphylococcus capitis chez l'homme. Allez, c'est parti pour nos dernières 3 minutes de plaisir. Tu nous dis quand tu commences. Je suis sûr que, comme moi, vous adoriez les contes de fées qu'on nous racontait lorsqu'on était petit. Mais il y a une phrase qui me laisse un peu perplexe, celle qui clôture la plupart des histoires. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cela laisse penser qu'avoir des enfants est toujours une histoire simple, sans encombre. On ne parle jamais des bébés qui naissent malades, qui sont hospitalisés, ni même de ceux qui naissent prématurément. À croire que les fins heureuses de notre monde ont disparu. Vous allez sûrement vous dire, encore un qui se pose des questions un peu bizarres, ce à quoi je rétorquerai, vous avez bien raison. Mais c'est surtout parce que c'est en lien direct avec le sujet de ma thèse, le problème des bactéries multirésistantes chez les nouveau-nés prématurés. On entend parler depuis des années de la résistance aux antibiotiques. Souvenez-vous de cette phrase qui pourrait être, elle aussi, la morale d'un conte. Les antibiotiques, ça n'est pas automatique. Et pourtant, les grands prématurés en reçoivent car leur fragilité naturelle les expose au risque d'infection. Un autre dicton dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et c'est exactement la même chose pour les bactéries. L'exposition prolongée aux antibiotiques les a rendues résistantes. Au fil des années, on s'est rendu compte qu'une pandémie, bien plus silencieuse que la pandémie de Covid que nous connaissons actuellement, émergeait sur plusieurs pays à travers le monde. Le responsable, l'apparition simultanée et indépendante d'un clone, c'est-à-dire d'une version d'une bactérie, qui a fait planer l'ombre d'une malédiction, d'un mauvais sort, d'une mère nature qui flirtait un peu trop avec un rôle de mauvaise sorcière. Ce clone s'appelle NRCSA. Ce n'est pas une formule magique, mais bien le nom d'un Staphylococcus capitis. Cette bactérie fait partie de la flore de notre peau et en temps normal parfaitement inoffensive. Mais le contact prolongé aux antibiotiques a fait apparaître des capacités cachées impliquant une résistance extrême à ces médicaments, laissant peu de chances de survie à nos bébés si fragiles. Mon rôle, c'est de les étudier. Mais rassurez-vous, pas besoin d'un compte de 300 pages pour mieux comprendre. Je cherche à savoir comment ces bactéries passent dans le sang des prématurés et provoquent ainsi une septicémie. Après avoir analysé le caca des bébés, c'est le genre d'anecdote que j'ai pour moi généralement au repas de famille, nous avons découvert un nombre important de ces bactéries. La porte d'entrée serait donc digestive. Pour percer cette énigme, dans mon laboratoire, je mets en culture des cellules intestinales pour qu'elles reforment in vitro un petit intestin. Puis j'ajoute le clone NRCSA et j'étudie l'interaction entre les deux. Mais je suis sûr qu'une question épineuse vous brûle les lèvres. Comment vas-tu observer des bactéries qui sont des milliers de fois plus petites qu'un fuseau de métier à tisser? Eh bien, je vous dirais que tel un prince charmant, je vais essayer sur chacune d'elles des pantoufles de verre pour les rendre plus remarquables que jamais.
Ces pantoufles de verre, on les appelle plasmides, et c'est grâce à eux que j'arrive à rendre fluorescents les bactéries et à pouvoir les observer au microscope. Le but de ma thèse, c'est de comprendre comment ces bactéries traversent mon modèle, et donc dans la réalité, comment font-elles pour infecter les nouveau-nés prématurés. Il faudra ensuite trouver un mécanisme pour l'empêcher. Avec mes recherches, j'espère pouvoir établir en dernière page de ce conte une fin heureuse. Merci à toi. Tu es donc Merci le dernier à être passé. C'est bon, ça n'a pas été trop dur d'attendre comme ça jusqu'à Non. toute la soirée? Non, c'était intéressant. C'était intéressant. Bien, merci beaucoup. Je te laisse retourner à ta place. Et tous nos candidats sont maintenant passés. Je vous propose de les applaudir, évidemment, très fort. Bravo, bravo à vous tous et toutes. C'était loin d'être évident. Et puis, donc on va continuer, effectivement. Juste avant le vote, on fait exactement la même chose que pour le premier batch de 7 personnes, c'est-à-dire que je vais vous résumer les 7 dernières présentations que nous avons eues. Donc, sur vos papiers, vous notez bien, nous avions au départ Bastien qui modélise les défauts dans le graphène. Ensuite, nous avons eu Laure. Alors, Laure, elle calcule l'intensité des coups de soleil qui sont pris par les organes et les tumeurs en radiothérapie interne. Après, nous avions Arthur. Alors, Arthur, il travaille sur l'amicale des promeneurs de la forêt périurbaine française, promeneurs qui se trouvent ici dans la salle avec nous ce soir. Leïla, qui fait changer d'état la matière en un instant grâce au laser femtoseconde. Juliette, qui cherche, donc Juliette, la deuxième Juliette Gélébar, qui, elle, cherche un moyen de savoir pourquoi on ressent différemment la douleur et quelle partie du cerveau en est responsable. Ensuite, nous avons eu Marion qui améliore la prise en charge des patients et les interactions avec les soignants. Et enfin, Aurélien qui se penche sur le problème des bactéries multirésistantes chez les prématurés nouveau-nés. Voilà, nous avons donc tous les résumés. Vous connaissez toutes les présentations. Maintenant, voici la phase du vote du public et de la délibération du jury. Alors, ça ne va pas se passer n'importe comment. Je vous explique comment les choses vont se passer. Elles vont se passer en 3 phases différentes. Première phase, on va momentanément dire au revoir à nos amis internautes pour les 20 prochaines minutes pendant la délibération du jury. Voilà, pendant ce temps, amis internautes, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, diffuser. Le hashtag MT180 est pour vous. N'hésitez pas à en faire tout ce que vous voulez. On se retrouve exactement dans 20 minutes. À tout à l'heure. Bien, on se retrouve tous ensemble pour assister à la remise des prix de la finale locale Ma thèse en 180 secondes, Lyon-Saint-Étienne. C'est pour ça que nous avons passé toute cette soirée ensemble. Le public ici présent a voté pour le prix du public. Le jury a délibéré et a décerné le 3e, 2e et 1er prix du jury. Tous les résultats ont été maintenant comptabilisés et se trouvent dans ces enveloppes qui se trouvent ici. Ces enveloppes se trouvent maintenant sur cette table avec les prix. Ce n'est pas moi qui vais décerner les prix. Nous allons avoir justement différents invités qui vont justement venir décerner tout ça. Appeler aussi nos candidats et candidates, en tout cas les personnes qui auront gagné. J'aimerais maintenant du coup appeler Florence Ruggiero, présidente du jury, à me rejoindre. Parce que cette délibération...
C'est quand même l'une des parties les plus importantes de la soirée. Alors dites-moi, on va vous apporter un micro. Déjà, est-ce que tout s'est bien passé? Merci. Oui, tout s'est très très bien passé. Bien sûr, je voudrais d'abord remercier tous les candidats et candidates. C'était super. On a adoré vous écouter. Vous êtes extraordinaires d'imagination et vous avez beaucoup d'enthousiasme pour présenter vos sujets. Donc c'était vraiment très bien. Est-ce que c'était compliqué du coup de déterminer qui gagnerait le troisième, deuxième et second prix? Oui, c'est toujours compliqué parce que les critères sont parfois... On avait une liste de critères, mais parfois c'est un peu subjectif, comment on accrochait le sujet, etc. Mais je crois qu'on a fait un super travail là, avec mes membres de jury et on a essayé de faire parler aussi l'impression immédiate qu'on a eue après chaque prestation. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'avoir été là. Merci au jury d'être venu et de nous avoir donné de votre temps, de votre présence, de votre énergie, de votre écoute. Et j'appelle donc pour décerner le troisième prix du jury, l'ancienne présidente de la section MGEN du Rhône, Madame Sigrid Bonnet. Alors, c'est vous qui allez avoir l'honneur d'ouvrir la fameuse enveloppe. Mais je vais dire un petit mot. Je vous en prie, bien sûr. Bon, d'une part, je suis l'ancienne présidente de la MGEN, l'actuelle présidente, ayant pourtant, malgré ces 3 doses de vaccin, le Covid depuis 5 jours. Donc, évidemment, c'était dangereux pour elle de venir. Il faudrait que l'année prochaine, un candidat choisisse comme sujet de thèse comment on peut prendre le Covid après avoir ces 3 doses de vaccin. Alors, la mutuelle générale de l'éducation nationale, c'est une mutuelle de santé. Et à ce titre-là, évidemment, elle s'intéresse particulièrement à la recherche et à la recherche médicale. Et c'est pour ça qu'elle est partenaire de ma thèse en 180 secondes depuis plusieurs années. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 2 ans, on a été... Venez vers moi. Sinon, vous allez sortir de la lumière, on vous verra plus. Depuis 2 ans, on a été privé de cette manifestation. J'ai une petite pensée en particulier pour les candidats de 2020 qui ont su au dernier moment qu'ils ne pourraient pas présenter devant la salle leur sujet. Je dois dire que, comme chaque année, je suis, et je vais parler comme les jeunes, bluffée par ces présentations. Arriver en 3 minutes à présenter un sujet de thèse qui est très, très pointu pour un public souvent de profanes, c'est un exploit. Voilà. Bon, je suppose que vous bouillez d'impatience de savoir qui a le 3e prix, donc je regarde. Je vous tiens le micro. Le 3e prix du jury. Le 3e prix est accordé à Juliette Gélébar. Voilà Juliette, un grand bravo, un grand bravo. Compte tenu du contexte sanitaire, je ne peux pas faire une bise à Juliette, mais vraiment, merci. Je suppose que vous devez être contente. Je suis très contente. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bravo Juliette. Merci beaucoup. Sauf si tu veux dire quelque chose, Juliette. Non, merci beaucoup.
Juliette, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, j'ai oublié une petite chose. Madame, si vous voulez bien revenir, c'est ma faute. Oui, on avait dit qu'on faisait une photo, que vous faisiez une photo, donc c'est quand même important. Voilà, le photographe est ici. Je vous laisse toutes les deux dans la lumière. Exactement, c'est quand même important d'immortaliser ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, pour décerner le deuxième prix, eh bien, nous recevons l'animatrice régionale Casden, Nadia Bourgin. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là et c'était pas gagné ce matin parce que comme vous l'entendez j'ai un petit problème pour parler et mais je tenais vraiment à être là ce soir puisqu'on a été privé pendant 2 ans et puis c'est un événement qu'on soutient depuis le début, la Casden, avec la CPU, enfin je devrais dire France Université, donc je suis ravie de donner ce deuxième prix. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, parce que je pense que la personne a envie de savoir ce... Merci à vous d'être là avec nous. À qui est décerné le deuxième prix? Je ne voyais rien. C'est Gersande Fernandez. Félicitations pour ce troisième... non, deuxième. Je veux absolument que ça soit le troisième. Hein. Désolée. Alors, à vous de parler. Je vous laisse déjà prendre une photo de souvenir. Gersande, si tu veux nous dire quelque chose. Merci. Et nous, eh bien, nous allons arriver maintenant aux 2 personnes. Merci à vous 2 d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la partie de la soirée où nous décernons le prix aux 2 personnes qui iront donc à Paris, à la demi-finale. Nous allons commencer par le prix du public. Et pour le prix du public, donc pour qui est-ce que vous avez voté en majorité? Eh bien, pour décerner le prix du public, j'appelle la responsable du collège doctoral de l'Université de Lyon, Christelle Goutaudier. Merci. Vous m'entendez? Oui. Donc le suspense devient insoutenable hein, pour ceux qui restent. Avant de divulguer le lauréat ou la lauréate, donc prix du public. Je voudrais vous remercier, vous d'abord, doctorantes et doctorants, pour vous être prêtés au jeu de cette soirée et puis de ce qui s'est passé avant. Hein, bien sûr, vous n'êtes pas là par hasard. Et donc, il me revient, moi, de remercier toutes les personnes qui ont fait que les doctorants sont là. Je ne parle pas de leur directeur de thèse ni de leur labo, on est bien d'accord. Hein. Le fait qu'ils soient présents là ce soir et donc remercier tous ceux qui sont un peu dans l'ombre hein, et donc qui ont organisé les formations, qui vous ont coaché, qui vous ont fait enregistrer vos vidéos, qui ont fait que la soirée se passe extrêmement bien ce soir. Donc je voudrais remercier les personnels du service des études doctorales de l'Université de Lyon. On peut les applaudir. Et puis les 2 services communication donc de l'Université de Lyon et de la délégation régionale du CNRS. Merci à eux. Donc, le prix du public, donc, qui va être notre premier représentant donc, à la demi-finale nationale du mois d'avril, donc c'est Arthur Guérin-Turc.
Merci. Voilà, Arthur, c'est fait. On vous aligne pour la photo finale. Qu'on sourit juste, vous souriez à la caméra. Comme si vous aviez gagné. Et Arthur s'en va. Merci beaucoup. Comme un prince. Allez, il nous reste le premier prix du jury. Pour décerner ce premier prix, j'appelle de nouveau avec moi le président de l'université, Franck Debouc, et le délégué régional du CNRS, Laurent Barbieri. Alors, je vais donner l'enveloppe à l'un, le prix à l'autre. Et je vous laisse terminer ce suspense insoutenable. Alors, merci beaucoup. Vous avez montré que vous étiez en capacité finalement de nous donner une représentation très subjective du temps parce que ça a passé à une vitesse folle. Maintenant, on va attendre 180 secondes sans rien faire avant de dire que le premier prix du jury est attribué à Bastien Marguet. Merci. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Bastien ? Ouais, effectivement, merci à tous d'être venus déjà. Et c'est vrai que pour préparer un texte comme ça, en fait, c'est une aventure qui a duré depuis déjà quelques mois. Et évidemment, on se fait accompagner, donc, comme on l'a déjà rappelé tout à l'heure, avec Carole qui nous a donné une formation de très haute qualité. Donc, merci beaucoup, Carole. Et vous savez que tout formateur doit être parfois dur. Donc en fait, la première fois que je lui ai envoyé mon texte, je lui avais dit, je lui avais envoyé en étant tout confiant, très confiant de mon texte. Sa réponse a été « je suis déçu ». Donc du coup, j'ai dû tout retravailler et je suis content d'avoir fait parce que voilà, je suis ici maintenant ce soir. Donc merci Carole pour ta dureté parfois. Et voilà, sinon merci aussi à mes amis qui m'ont écouté pendant plusieurs fois lors de mes répétitions. Yes. Donc voilà, et merci à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée. En tout cas, nous aussi, clairement, donc voilà, merci. Bastien ? Et juste pendant que la dernière photo se fait, justement, ce n'est pas tout à fait la dernière photo. La dernière chose qui reste à faire, c'est quand même effectivement d'immortaliser un petit peu toute cette soirée et donc de la terminer avec une photographie de groupe. Merci à tous d'avoir été là. Et pendant que nous préparons la photo de groupe, j'aimerais appeler donc avec nous sur thèse tous les doctorants et doctorantes qui étaient avec nous. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Et je voudrais donc appeler Maël, Steve, Gersande, Nathalie, Maïwen, Lucas, Juliette, Bastien, Laure, Arthur, Leïla, Juliette Gélébar, Marion et Aurélien. On va faire 2 lignes. Restez bien dans la lumière. Et puis notre ami vous prend en photo. Restez. Merci à tous. Et donc pour terminer cette soirée, donc on se retrouve évidemment tous, je vous attends tous, nous vous attendons tous le 31 mai à la Bourse du Travail de Lyon pour la finale nationale Ma thèse en 180 secondes. Merci à toutes et à tous, bonne soirée et à très bientôt.